France Maghreb 2. Au menu de ce grand forum pour ce jeudi 10 janvier, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2 avec cette question du jour que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. La question, le gouvernement pourrait sanctionner les parents d'élèves violents en touchant à leurs allocations familiales. Êtes-vous favorable à une telle mesure? Vous répondez donc oui ou non, sachant que pour l'heure, rien n'est fait. On rentrera dans les détails dans quelques minutes. La cagnotte ouverte destinée à venir en aide aux policiers blessés a atteint pratiquement le 1 million d'euros. Est-ce que cette cagnotte vous scandalise? Celle qui a été à l'initiative donc d'un certain Renaud Muselier. Et dans une interview à la chaîne américaine CBS, le président égyptien Sisi a confirmé sa collaboration avec les militaires israéliens pour combattre les djihadistes dans le Sinaï. L'Égypte avait tenté d'empêcher la diffusion de cet entretien embarrassant et il y a de quoi. Pour nous accompagner aujourd'hui, notre ami Yasser Louati jusque 18h avec un avis tranché, tiens, sur la représentativité des musulmans. Un avis tranché qu'on en attend avec impatience tout à l'heure dans cette émission. Soyez donc les bienvenus. C'est parti pour le LGF jusque 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct. Nous sommes jeudi et nous sommes le 10 janvier. Vous êtes bien avec nous en direct sur France Maghreb 2 comme tous les jours pour décortiquer l'actualité de manière objective. D'essayer en tout cas jusque 18h avec vous au 01 40 33 9000. Alors jeudi, vous le savez, c'est Louati. Louati, il a un peu de retard, mais le jeudi aussi, ça peut être Mamie. Bonjour Tarek. Ah bah il arrive, voilà, il s'approche dans un instant. Tarek Mamie qui sera avec nous donc dans un instant, ainsi que Yasser Louati qui a un tout petit peu de retard. Et vous allez pouvoir donc avec ces deux chroniqueurs, échanger sur l'actualité sur France Maghreb 2 bien sûr, en direct sur votre radio, avec notamment cette question que l'on vous pose, une question qui est apparue au vu d'un article du Parisien, mais pas seulement. La question du jour, donc le gouvernement pourrait, je dis bien pourrait, parce qu'aujourd'hui beaucoup de médias emploient l'affirmation alors que tout cela reste encore évidemment au conditionnel, sanctionner les parents d'élèves violents par la suppression d'allocations. Ça a déjà existé, mais pour autre chose, c'était destiné à l'absentéisme à l'époque. Alors on va en reparler en détail. Tarek Mamie, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, je disais tout à l'heure, le jeudi c'est Louati, ça peut être Mamie. Oui, mais c'est le remplaçant, c'est le joker. Comme il sera avec nous dans un instant. Quand vous avez personne, vous bipez que je quitte le bureau, je viens vous saluer. Voilà. Bonjour cher Tarek, donc soyez les bienvenus en direct avec donc cette info qui est apparue dans tous les médias aujourd'hui. Et comme je disais en amont, c'est-à-dire que beaucoup de médias emploient l'affirmation alors qu'il s'agit d'employer le conditionnel. Dans cette affaire, écoutez ce reportage illustré par BFM TV pour présenter un peu le sujet. La mesure est envisagée dans le cadre d'un rapport pour lutter contre les violences scolaires et qui doit être remis à la fin du mois au ministre de l'Éducation nationale. Stopper le versement des allocations aux familles d'élèves violents. Pas productif pour certaines associations de parents. Ça sous-entend que supprimer les allocations familiales, ça va avoir un impact sur les budgets et donc inciter les parents tout à coup à devenir des bons parents. C'est des mesures qui sont inefficaces. Ça veut dire qu'in fine, tous les enfants qui ne sont pas dans ces situations-là, les parents n'auraient pas de prise pour pouvoir influer sur leurs enfants. Concrètement, il s'agirait d'une réponse graduée. D'abord, un signalement aux autorités académiques, puis des avertissements aux familles, avant une éventuelle sanction via les allocations si la situation n'évolue pas. Par exemple, en cas de dégradation matérielle, la pénalité financière serait équivalente au montant des dégâts. On serait quand même sur un système de double peine. Je pense qu'on n'a pas de parents qui est évidemment favorable aux écarts de comportement de ses enfants. Donc il faut plutôt, à mon sens, réfléchir à des mesures d'accompagnement. La mesure n'est pour l'instant qu'une piste d'étude et semble difficile à mettre en place. Car une chose n'est pas du tout tranchée, c'est qui va prendre la décision de suspendre les allocations. Attention. Voilà, alors pour cette affaire, rappelons qu'il s'agit pour l'instant que d'une probabilité, c'est-à-dire que ça va être proposé la semaine prochaine au ministre de l'Éducation nationale. Alors évidemment, on va rappeler quelques faits, Tarek, ça s'est passé en banlieue parisienne avant Noël. Cet élève donc qui a braqué sa professeure, et il y a eu plusieurs faits dans ce sens. Donc le gouvernement entend essayer de répondre à ce type de violence qui est certes minime, mais qui existe, qu'il ne faut pas minimiser. Cela dit, donc des propositions vont être faites au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et parmi ces propositions, donc,
une vieille proposition qui date de 2006 de Sarkozy à l'époque, c'était la loi Ciotti, je crois, Oui. si je ne m'abuse, et qui, je le rappelle, n'était pas concernant les élèves violents, mais plus pour l'absentéisme. Et d'ailleurs, elle a été supprimée en 2013 par Hollande et son gouvernement. Oui. Et ça n'a pas non plus été, ça n'a pas apporté, j'allais dire, les fruits attendus. Il y a eu, je crois, parmi les chiffres que j'ai vus circuler, 600 coupures d'allocation qui ont vite été réattribuées après donc que l'enfant soit revenu à l'école de manière assez fréquente. Alors la question que l'on vous pose, est-ce que vous êtes favorable à cette mesure, sachant et rappelant, c'est très important de le dire, que pour l'heure, il n'y a rien de fait, d'accord? C'est qu'une proposition qui va être faite au ministre de l'Éducation nationale. Seul lui et ses conseillers décideront si oui ou non, ça risque d'ailleurs d'être compliqué à faire passer ce type de mesure. Rappelons-le, donc c'est à supprimer les allocations familiales pour les élèves les plus violents, sachant que le ministre s'était déjà exprimé sur le sujet un peu avant Noël, en disant que par exemple, là, ça serait plus du cas par cas, dans le sens où si vous avez une femme seule qui élève 3 gamins, elle n'arrive pas à gérer, on va pas lui couper les allocations. Par contre, si effectivement on constate que ce sont des parents qui ont le plein pouvoir sur leurs enfants et qui laissent, j'allais dire, faire un petit peu l'enfant ce qu'il veut et sans agir sur son comportement, là on coupera. Donc ça va être du cas par cas, extrêmement compliqué. Ça nous a intéressé de savoir ce qu'en pensaient un petit peu nos auditeurs, et je suis un petit peu pas effaré mais surpris de voir que quand même 42% pensent que ce serait une bonne mesure sur Facebook, 32% sur Twitter, Facebook France Maghreb 2, le Twitter, le grand forum FM2. Voilà pour les éléments en tout cas. Dites-nous vous si ce type de mesure extrêmement compliqué à mettre en place serait une bonne mesure que de supprimer, j'allais dire, l'allocation, c'est-à-dire de couper les vivres quoi pour une famille qui est déjà dans des difficultés. Voilà. Alors Tarek, vous le rappeliez très justement, juridiquement ça va être très compliqué à mettre en place. Et je vais commencer par apprendre vos chiffres, cher Christophe. Je vais commencer par apprendre les chiffres du vote des auditeurs. 42% sont favorables à ce type de mesure. D'accord. Sur Facebook. D'accord. Donc je vais commencer par saluer les 68 autres qui, malgré le matraquage médiatique de la télévision dite d'information continue, restent dans la raison et refusent ce genre de décision pour plusieurs raisons. J'ai envie de parler pendant 1 heure sur cette question, Christophe. Moi, j'ai pas le temps, mais je vais commencer par la fin. Moi, je vais vous proposer la semaine prochaine qu'on pose la question: est-ce que vous êtes pour qu'on tire sur les soucoupes volantes quand elles survolent la France? Est-ce que vous êtes pour créer la journée des coiffeurs gratuits? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes pour? Et quand vous voyez que des télévisions d'information continue et des radios d'information continue poussent vers la roue dans ce sens, comment trouvez-vous le reste ou une partie de la population qui va rester dans le raisonnement pour dire: messieurs, s'il vous plaît, posez-moi la question, comme on dit en droit, quand on arrive au pied du mur. Quand la décision est prise, vous pouvez me poser la question et je vous répondrai. Ça fait un peu, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, on lance le sondage pour savoir dans 2 ans qui va être président de la République. Et on sort le chiffre, il y a un type qui s'appelle Duchmol, il arrive devant tout le monde. Et les gens retiennent. Et j'allais dire, pour pousser le bouchon jusqu'au bout, et c'est comme ça que nous avons eu monsieur Macron, le président Macron, comme président. Parce que, cher Christophe, 2 ans avant, on commence à expliquer qui aujourd'hui, monsieur Valls nous dit que Hollande ne peut pas, ne doit pas, l'autre il dit je sais pas quoi, et vous avez 2001 de monsieur Macron qui s'imprime dans nos mémoires. Et c'est ça le danger de ce genre de sondage, de questions d'aujourd'hui. Cette question a déjà été traitée et perdue par Sarkozy, Ciotti. Cette question, s'il doit venir demain, elle doit passer plusieurs étapes juridiques, c'est-à-dire la majorité à l'Assemblée, elle existe. Alors justement, pardon, puisque vous parlez de la majorité. Non mais juste parce que c'est important. Oui. Ça vient justement dans le sens de ce que vous dites, puisque vous parlez de la majorité à l'Assemblée. Oui. En marche, il y a ce petit tweet donc de Aurélien Taché ce matin, qui dit: comment imaginer une seconde qu'une famille dépassée par un enfant violent pourra mieux y faire face une fois privée de ses allocations. Ce serait une double peine insupportable. Et il a identifié le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer en disant: cette mesure ne doit pas être reprise par le gouvernement. Ça, c'est signé un tweet de Aurélien Taché, député de la majorité. Peut-on espérer que c'est le début des frondeurs chez En Marche? Je reviens. Donc il faut une majorité à l'Assemblée, une majorité au Sénat, la saisine du Conseil constitutionnel, et d'ici là,
une fois que tout ça est passé positivement pour M. Blanquer et l'extrême droite de En Marche, parce que maintenant il va falloir la nommer comme ça, il faudra trouver... L'extrême droite d'En Marche? Oui. Ou la droite d'En Marche? Non, c'est l'extrême droite d'En Marche, parce que cette décision est une décision récupérée sur l'extrême droite du RPR, de Sarkozy. Récupérée, elle existe dans la politique du Rassemblement National. Donc si un groupe ou une partie de En Marche la prend, ben, ça s'appellera, sans tabou, l'extrême droite d'En Marche. Pour le moment, il n'y a pas d'extrême gauche d'En Marche, mais peut-être que ça finira par naître. Et donc, une fois que toutes ces décisions sont prises, on arrivera sur le terrain, et ça sera des cas par cas, cher Christophe, et ça sera des batailles juridiques. Et effectivement, quand vous avez non pas la dame qui a 3 enfants à qui on ne peut pas retirer, c'est la dame qui a un seul enfant qu'elle ne peut pas contrôler par la violence. Quand on ne peut pas contrôler un enfant par la violence, l'État est là aussi pour aider la mère, pour que ce gosse soit soigné dans les hôpitaux de la République, et on ne le soigne pas en retirant cette allocution. Dernier mot, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol que des collègues journalistes se lancent dans ce genre de médiatisation juste pour dire j'ai 3 millions d'auditeurs et j'ai 50 millions de followers. Le ministre a inventé une nouvelle définition juridique, Christophe, qu'on ne peut pas appliquer. Il a dit sauf pour les clans de violence. En droit, je ne sais pas encore, peut-être qu'il va falloir que je refasse mon droit. Qu'est-ce que c'est qu'un clan de violence? Donc, en fait, pour moi, et pour la énième fois, et comme tous les gouvernements, si on lance ça, on envoie 2 messages. Le premier, est-ce qu'on parlera moins des Gilets jaunes, cher Christophe? J'en termine là. Et la deuxième, qui sont les enfants violents dans la République selon la classe politique française? Vous voulez dire que ça vise une population particulière? Bien sûr. Donc ouais. C'est eux, c'est pas nous. Ouais. Alors, et ceux qui veulent s'amuser à jouer, à rentrer là-dedans. C'est vrai que les gosses de riches, par exemple, touchent pas d'allocation. Bah d'abord, ils ils touchent pas d'allocation. Et ensuite, on n'en entend jamais de violence. Et même s'il y a de la violence, s'il y a de la drogue, c'est entre eux. Ouais. Ils tapent pas les profs. Donc, si vous voulez détourner, comme dit Pasqua, un sujet, vous créez un problème, et dans le problème, un problème. Et moi, et je le dis vraiment, cher Christophe, cette fois, et vous me permettrez pendant 2 minutes, en tant que directeur de la radio, et non pas comme citoyen, et non pas comme, comment dire, chroniqueur. Chaque fois que j'ai une information, je fais comme d'autres, je dis, est-ce que cette question, cette réflexion est bonne pour les miens? Parce que des fois, je suis obligé de dire les miens, comme d'autres, ou mauvaise contre les miens. Et une fois que je me suis donné à tort ou à raison la réponse, si elle est bonne pour les miens, je la soutiens et je me lance. Si elle est mauvaise pour les miens, et vous savez de qui je parle, dans les circonstances actuelles et générales, je me lève et je me bats contre cette décision. C'est pour ça que moi qui suis très calme en général, je peux apparaître comme excessif, parce que je ne pense pas à moi, je pense aux miens. Moi, j'ai les moyens, avec ma femme et mes enfants, de nous battre dans cette société. Chacun sa trajectoire, on les a pas choisis, des fois on les a construits, mais je pense aux plus faibles d'entre nous, comme dirait Juppé, et qui sont comme les Syriens, cher Christophe, et vous connaissez ma phrase préférée, à chaque fois, c'est un Syrien qui meurt, et chez nous, dans la communauté franco-maghrébine, à chaque fois, c'est quelqu'un, j'y vais. Oui, notre ami Loati qui arrive, évidemment. J'en termine là, et chez nous, chaque fois, ce genre de décision, c'est quelqu'un de chez nous, de la communauté franco-maghrébine, qui perd. Effectivement. En tout cas, vos appels, parce qu'il nous intéresse ce sujet, même si effectivement, rappelons-le, rien n'est fait encore, bien sûr, sur le fait que, eh bien, cette loi passe, bien entendu. C'est loin d'être le cas pour le moment. C'est des propositions qui vont être faites, eh bien, au ministre de l'Éducation nationale la semaine prochaine. Eh bien, est-ce que vous êtes favorable à ce type de mesure? Est-ce que finalement de couper les allocations pour une famille qui aurait un enfant violent, sachant qu'on ne choisit évidemment pas d'avoir un enfant violent, et puis il y a tellement de circonstances qui font que la violence chez un enfant peut se déclarer pour telle ou telle raison. Il y a de multiples explications, et j'allais dire de condamner par la suppression d'allocations, j'allais dire c'est même limite trop facile. C'est trop basique pour que l'on en arrive là, mais en tout cas, c'est une proposition qui émerge, qui va être proposée au ministre de l'Éducation nationale. Quand on sait que le ministre de l'Éducation nationale, Tarek, quand même,
n'est pas tendre envers, j'allais dire envers tout ce qui est laïcité, envers tout ce qui est voilà. Donc on imagine quand même envers les plus faibles, Christophe. Envers les plus faibles, voilà, ouais. Les pieds dans non le mais truc. d'accord. Et ils sont les plus faibles. Et ils auraient pu être musulmans, juifs, chrétiens. Les plus faibles du moment dans l'histoire ont toujours tort. Un point surtout, c'est une vision peut-être marxiste qui pousse jusqu'au bochon, voilà, mais les plus faibles n'existent pas. Notre ami Louati est arrivé, comment ça va Yasser? Il s'installe, voilà bien, c'est bien, un petit peu de retard mais ça va. Bah écoute, c'est la faute de l'avion, ouais. toujours. C'est la faute de l'avion, de la moto. Atterrissage en retard. Voilà. C'est la moto, ouais. C'est la moto. Bon, alors Monsieur Louati, nous parlons de ce qui va être proposé au ministre. Ouais. Rappelons que rien n'est fait, hein. Pour l'instant c'est très important de le dire puisque on emploie beaucoup d'affirmations dans les autres médias aujourd'hui. Or il faut absolument rappeler que pour l'heure c'est loin d'être fait. Est-ce qu'il s'appelle encore média? Bah oui, enfin j'imagine, j'ose imaginer en tout cas. Bon, ceci étant, la proposition va être proposée au ministre de l'Éducation nationale pour un plan, j'allais dire éducation nationale qui va être élaboré dans quelques jours, dans quelques semaines. Et parmi les propositions, il y a celle de supprimer les allocations de parents d'enfants violents. Pour faire référence évidemment à ce qui s'est passé en fin d'année dernière avec cet élève donc qui a braqué avec une fausse arme d'ailleurs sa prof. Pour répondre donc à ce type d'acte, eh bien les gens qui travaillent sur le projet, eh bien on propose cette solution, sachant que le ministre s'étant exprimé sur le sujet un peu avant Noël, il disait que ça va être compliqué par exemple de supprimer les allocations pour une femme qui a 3 gamins, une femme seule, qui a du mal à venir à bout de ses enfants, mais ça concernerait donc des parents, j'allais dire une famille classique qui a un enfant violent et qui menace des professeurs, etc. Ça a déjà existé, comme on le disait tout à l'heure, c'était sous Sarkozy en 2006, Ciotti, c'était plus, et ça concernait l'absentéisme à l'école. Et il y a eu à peu près 600 allocations supprimées en quelques années, puisque ça a été abrogé en 2013. Le gouvernement Hollande a décidé d'en finir avec ça. Ça n'a pas apporté, en tout cas, satisfaction. Il y a Louati, ce type de proposition, parce que aujourd'hui, la question que l'on pose, est-ce que vous êtes favorable à ce type de mesure? Il y a quand même 42% qui le sont sur Facebook, France Maghreb 2, et 32% sur Twitter, le grand forum FM2. Yasser, ça t'inspire quoi? Ben moi ça m'inspire qu'il y a la plaque, on est toujours à côté. Donc avec tous les problèmes que rencontre l'éducation nationale, profs mal payés, profs maltraités, profs qui sont pas considérés, on réduit dans les effectifs, des profs qui sont jamais remplacés, ou enfin en tout cas presque jamais remplacés dans les quartiers populaires. Et la seule mesure qu'on a, c'est de stigmatiser un peu plus ces populations-là. Donc je ne vois pas en quoi, comme tu disais à l'instant, une mère qui n'arrive pas à gérer ses enfants serait encore une fois tributaire de ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Et ce qui se pose encore aussi comme question, c'est comment se fait-il qu'on ne tient plus la collectivité pour responsable de la violence qui gangrène certaines franges de la société, mais qu'elle devient en fait immédiatement individuelle. Donc en gros, si votre enfant a mal agi, c'est de votre faute. C'est ça qu'on est en train de dire. Ouais. Donc malheureusement, je ne sais pas si ça va porter ses fruits, ça ne les portera pas. Mais en tout cas, vu le matraquage qui a été fait, vu comment ça a été récupéré par les médias, c'est encore une fois le moyen de dire, vous voyez, ces populations qui dépendent de l'aide de l'État, ben en gros, sont aussi celles qui sont responsables lorsque leurs enfants se comportent mal à l'extérieur. Oui, ça concerne effectivement les plus pauvres, parce que ceux qui touchent les allocations, ce sont ceux qui effectivement n'auront pas beaucoup d'argent. Ça concerne pas les élèves de lycée, les parents de ont les 16e. moyens de les envoyer à l'équitation. Ouais. De leur avoir un tuteur, de leur avoir le soutien scolaire, etc. Bon, vos appels en direct au 01 40 33 9000. Momo est avec nous. Salut Momo. Taubira appelait ça les lois émotionnelles du moment. Il y a un meurtre, faut faire une loi pour la peine de mort. Oui, Momo. Il y a une gifle. Ouais, vous m'entendez? Ouais, oui. Bonjour Momo. Ouais, pour dire que cette allocation-là, moi je suis pas du tout d'accord avec ce ministère. Parce qu'on n'a pas besoin de leur argent, nous. Dans les banlieues, vous inquiétez pas, les gens ils ont de l'argent. Faut pas s'inquiéter pour les mecs de banlieue, hein. On a tous de la thune, vous inquiétez pas pour nous, on va se prendre en main. Que grand vous en fasse. Vous pouvez nous en donner un petit peu à la radio? On a de l'argent, vous inquiétez pas. Vous pouvez nous en donner un petit peu à la radio? Nous, on est plus riches que les bourguignons, que les picards. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu à la radio? Je sais pas si c'est très utile comme titre de commentaire, Momo, mais bon. Oui, mais Momo, si vous pouvez nous en donner un petit peu. Ouais. Je sais pas, toutes les organisations de banlieue crèvent de faim, pas d'argent, dans ce cas-là, financez-les. Bah oui. Ou alors lancer une cagnotte, cette circonstance en ce moment. Ça marche.
D'ailleurs, on va en parler de cette cagnotte dans un instant parce que il y a une cagnotte qui fait beaucoup parler. C'est cette cagnotte lancée à l'initiative d'un certain Renaud Muselier que vous connaissez, Tarek. Vous connaissez la musique, comment c'est une chanson des millions. Oui. Et ben cette cagnotte, elle a dépassé le million. Oui. Mais on s'interroge parce que apparemment, les chiffres seraient montés de manière considérable dans la nuit. Les riches a démenti, évidemment. Les riches ne dorment pas. Bon, en tout cas, une cagnotte destinée donc à aider les policiers blessés durant les manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre. Moi, ça m'interroge. Pourquoi on fait une cagnotte pour les blessés? Alors, on sait évidemment que c'est Renaud Muselier qui a lancé cette initiative après qu'une première cagnotte ait été lancée pour soutenir le boxeur de CRS qui, soit dit en passant, a été placé en détention hier et son son jugement aura lieu le 13 février prochain. Et cette cagnotte a été, tout simplement stoppée sous la pression par Litchi. Du coup, ils en ont lancé une autre sur PayPal. Voilà, comme ça, ils ont changé. Mais ça ne changera rien parce que les mêmes règles juridiques, cher Christophe, je vous l'annonce, les mêmes règles juridiques, techniques et financières, économiques, c'est-à-dire, sont exactement les mêmes pour toutes les cagnottes en France. Sauf que beaucoup d'avocats disent qu'aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté cette cagnotte est totalement illégal. Non, mais ils disent que, oui, c'est un point de vue comme dit l'autre, sauf que moi, je pose la question à l'avocat, au premier. Bonjour, cher maître. Comment vous appelez en droit, je parle pas de M. Drouet, pour qu'on soit clair. Je parle pas des boxeurs. Comment qualifiez-vous en droit le fait d'aider quelqu'un dont vous savez qu'en droit, il a commis une infraction en attendant que la justice se prononce? Ça s'appelle en droit complicité. La nouvelle cagnotte, c'est pour les blessés des Gilets jaunes. Non, mais ça là, à la limite, oui. Elle a son utilité sociale, parce qu'elle pourrait servir de relais, parce que l'État, par la loi, je crois que c'était après les attentats, a une obligation de prise en charge de tous les blessés sur la voie publique. Bon, on en reparle de ces cagnottes parce que en ce moment, ça y va à fond. Et puis, avis tranché, Yasser, tu te prépares là? Qu'est-ce qui se passe là? Tu vas nous parler de la représentativité des musulmans? Écoutez, pourquoi elle existe encore? Justement, d'où le titre représentativité des musulmans, chantier aux supercheries. Alors, question, il y a encore des musulmans? Ah bah oui, quand même. D'accord, vous me rassurez. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb. LGF, le grand forum, avec Yasser Louati, comme tous les jeudis, et Tarek Mami, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Ça fait longtemps d'ailleurs, vous n'avez pas fait une émission ensemble tous les deux, hein? Ça fait un moment, oui, largement. Ouais. Je crois depuis... fin septembre, en gros. Non, même pas. Même plus. Hein. Non, beaucoup plus. Le jeudi, d'habitude, c'est le vendredi, c'est Mamie. Ouais. Bon. Aujourd'hui, on a mixé les deux i. Voilà, c'est ça. On parle de cagnotte parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je rappelle donc une première cagnotte avait été lancée lundi par un certain Éric Drouet pour venir en aide à ce boxeur de policiers, de gendarmes d'ailleurs plus précisément, et une cagnotte qui avait été couronnée de succès puisqu'en seulement à peine 12-13 heures, il y avait déjà 120 000 euros. Il y a eu une pression terrible de la part des politiques, mais aussi des médias, qui dénonçaient cette cagnotte, le fait qu'on puisse venir en aide à ce monsieur, qui je rappelle s'est rendu au commissariat de lui-même, et a été donc arrêté par Litchi. Alors beaucoup disent que c'est dans toute illégalité. La cagnotte, bien sûr. Pas le boxeur. Hein. Non, le boxeur, il a été arrêté, s'est rendu. Rappelons qu'il y avait à peu près 7000 donateurs. Donc voilà, ça représente, pour ceux qui disaient que les Gilets jaunes ont de l'argent, ça représente 16 euros par personne, faites des calculs. Et donc suspendu donc cette cagnotte, donc un certain secrétaire d'État, pour ne pas la nommer, Marlène Schiappa, qui allait jusqu'à dire d'ailleurs qu'il faudrait identifier tous ceux qui ont donné, parce qu'elle parle de complicité. On n'est pas quand même parti très loin dans cette affaire, Tarek Mami, Yasser, parce que aujourd'hui il y avait cette volonté donc de, pourquoi pas, je vais dire, ça part peut-être d'une bonne intention de venir en aide à ce monsieur pour ses frais judiciaires qui risquent d'être importants, certes.
Et donc beaucoup disent que ça s'est fait en toute illégalité. Alors je m'explique, Tarek, tout à l'heure pour vous reprendre juste un argument. Il y a eu une cagnotte de lancer aussi pour venir en air à Tarek Ramadan. Là, ça vous pose pas de problème. Elle est légale celle-là. Alors celle qui m'a posé programme, puisque vous pas faites le papillon, c'est celle du Non, je fais aucun papillon. Moi, je vous pose des questions. Non, mais je parle pas de vous, Christophe. Quand je dis vous, c'est la société. Celle de Monsieur Hambi qui a été coupée, qui a été arrêtée. Vous en avez entendu parler, vous, sur RMC ou sur RMC? Non, et on l'a rappelé ici. Ah bon, c'est tout. Litchi, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il avait coupé une cagnotte concernant pour venir en aide à Monsieur Abdelaziz Chambi. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'exaspère dans la société française et sur la société humaine aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une règle de droit applicable à tous. On a une règle de droit, là on l'applique pleinement contre le boxeur, éventuellement on le met en prison alors qu'on peut le relâcher comme M. Drouet et d'autres pour le convoquer. On ne l'applique pas contre M. X. M. Sarkozy, il passe pas la garde à vue la nuit, il rentre dormir chez lui. À partir du moment où la règle, cher Christophe, n'est pas appliquée à tous, il n'y a aucune règle, et chacun a le droit de faire ce qu'il veut, y compris la cagnotte pour monsieur le boxeur, justement. Alors, justement, votre exemple est parfait, Yasser, parce que aujourd'hui, vous avez deux faits qui vont en parallèle. Effectivement, ce monsieur, qui est un citoyen, un ancien boxeur professionnel, qui est d'ailleurs juridiquement considéré comme une arme, quand on est professionnel dans un sport de combat, c'est considéré comme si on avait une arme. Ouais. Et vous avez d'un autre côté, le même jour, à Toulon, un commandant de police, qui a boxé, agressé aussi des manifestants, et qui a même reçu d'ailleurs la Légion d'honneur. Avant, bien sûr, oui, avant. Et pas parce qu'il a boxé, hein. Oui, mais attendez, Tarek. Ouais. Bon, là où je veux en venir, c'est que on a eu connaissance quand même du fait qu'il avait déjà agressé des collègues. Oui. Et ça, c'était pas samedi, c'était avant. Fait. Oui. D'accord. Exactement. Bon, et ce monsieur, il a rien. Il y en a un qui est en détention en attendant son jugement, et il y en a un autre qui est en toute liberté, tranquille, et qui risque au mieux une petite suspension. Ce n'est pas normal, parce qu'il aurait d'abord dû être suspendu immédiatement, comme l'autre, et après on voit, parce qu'il est présumé pas coupable, innocent, après on décide, mais on ne peut pas lui laisser cette arme, parce que l'arme chez le policier, c'est la plaque de police, hein. Oui. Et celle-là, il peut l'utiliser à sa guise. Alors, Yasser, oui. Sur ces histoires de cagnotte là. En fait, moi, ce qui me saisit depuis le départ, c'est que tout le monde là s'offusque, oui, il a boxé un policier. Je condamne la violence de toute façon, de quelque forme qu'elle soit, sauf si elle est en légitime défense. D'accord. Le problème, c'est qu'on voit pas le même degré d'émotion quand ce sont des policiers qui agressent des citoyens. On n'a pas vu le même nombre de personnes s'émouvoir lorsqu'il s'agissait d'enfants qui ont été mutilés par les grenades balancées par les CRS. Lorsqu'on a vu des papis tabassés avec des matraques, des CRS, on n'a pas vu grand monde s'émouvoir des femmes qui ont pris des coups de la part de policiers et des hommes bien sûr tout autant. Donc maintenant, il y a une espèce de jeu de dupes qui est en train qui s'est mis en place depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. On fait de la surenchère pour défendre la police, quitte à lui pardonner tout ce qu'elle fait. Mais je suis désolé, la police tire sa légitimité des pouvoirs qui lui sont octroyés. Et j'ose espérer qu'en France, le peuple se considère encore comme souverain. Le problème, c'est que la police matraque le peuple et personne ne s'en émeut. L'autre point concernant cette cagnotte, mais ça montre aussi le décalage qu'il y a entre l'opinion publique et bien entendu les médias, les élites et ceux qui veulent continuer de diaboliser le mouvement des Gilets jaunes auquel je ne m'inscris pas. Je pense que c'est une cause qui est légitime, mais j'ai exprimé mon point de vue là-dessus, que c'est un mouvement qui est gangréné par l'extrême droite et l'extrême gauche laïcarde, je ne peux pas lui apporter ma caution. Néanmoins, on voit qu'il y a une tentative permanente de diaboliser le mouvement, ses représentants. Pardon, mais le raccourci est quand même vite fait, quand même, Yasser. Quand tu dis ça, c'est quand même raccourci, quoi. Pourquoi ? Quand tu dis qu'il est gangréné par l'extrême droite et l'extrême gauche, quels sont tes éléments pour dire ça ? Mais quand tu vois que les deux parties se l'arrachent d'un côté et de l'autre. Ah bah oui, non mais c'est pas parce que je vais m'arracher pour t'avoir que D'accord, que et parmi les personnes qui ont parlé au nom des Gilets jaunes, combien sont issus de la société civile en tant que telle ? Il n'y en a pas. Maintenant, quand tu viens et tu vois que le mouvement est soutenu de toutes parts de l'extrême droite
et qu'il y a une guerre, enfin il y a une tentative de reprendre le mouvement aussi bien de la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon que de Marine Le Pen. Même le mouvement fasciste en Italie veut reprendre à son compte les revendications des Gilets jaunes et qu'on n'a pas entendu de Gilets jaunes se démarquer ouvertement de l'extrême droite. Je suis désolé. Si, ils l'ont dit. Lesquels? Il y en a plein, Yasser. Lesquels? Là, t'es en train de reprendre j'allais dire la stratégie médiatique qui vise à dire c'est pas vrai. Si. Justement, je condamne aussi bien les médias qui veulent diaboliser le mouvement. C'est ce qu'ils font pour diaboliser les Gilets jaunes, c'est qu'ils disent qu'ils sont gangrénés effectivement par l'extrême droite, l'extrême gauche. D'ailleurs, quand on entendra Luc Ferry, je te ferai écouter tout à l'heure, tu me diras si t'es d'accord avec lui alors. Quand il dit que maintenant ces Gilets jaunes sont gangrénés par l'extrême droite, ces salopards d'extrême droite, d'extrême gauche, comme il dit, et il dit même d'ailleurs les quartiers, et il appelle les policiers à prendre les armes. Voilà, pour régler tout cela. Donc à un moment, il faut quand même se reprendre. Effectivement, il y a une tentative de récupération de partis politiques. Yasser, on est d'accord. Mais moi, je ne suis pas naïf. Non, là, tu fais dans l'angélisme. Non, pas du tout. Mais ça serait vraiment vert tout noir ou tout blanc. Je suis désolé. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été assez bruyant. En tout cas, ceux qui prennent la parole en son nom, et en tout cas ceux qui les contestent, n'ont pas été assez bruyants pour condamner. Je prends par exemple une personne comme Ruffin. Ruffin qui te dit oui, les Gilets jaunes de ma circonscription ont dénoncé des migrants et les ont remis au CRS. C'est pas il condamne fermement, il dit il y a des moments je suis fier de ma circonscription, il y a des moments je suis moins fier. Ben excuse-moi du peu. Donc maintenant, si les fascistes en Italie à leur tour s'inscrivent dans le mouvement des Gilets jaunes, je suis désolé, je ne veux pas lui apporter ma caution. Et quand on voit encore une fois le mouvement tel il est en train de se structurer, on voit très bien que je suis désolé que la parole de ce que tu appelles les quartiers, Luc Ferry, quand il dit ces salopards d'extrême droite, oui, c'est l'accusation facile, mais Luc Ferry et l'extrême droite ne sont pas si différents que ça quand on parle de ceux qu'on appelle les musulmans et les quartiers populaires. Il y a déjà convergence de lutte, mais il y a une supercherie dans l'argument qui consiste à dire parce qu'on dit c'est l'extrême droite, c'est pas bien. Ben je suis désolé, ceux qui condamnent l'extrême droite en font eux-mêmes partie, à commencer par Luc Ferry et les autres de la classe bourgeoise qui dénoncent le mouvement. Maintenant, pour revenir à ce que je disais précédemment, le mouvement des Gilets jaunes, avec son soutien au boxeur qui a boxé un policier, montre le décalage qu'il y a entre le soutien entre guillemets populaire à ce mouvement des Gilets jaunes et les élites qui veulent continuellement discréditer ce mouvement-là en disant le pauvre policier. Or, on les a jamais entendus dire le pauvre papy, la pauvre mamie, le pauvre enfant qui a été mutilé, le pauvre lycéen qui a été éborgné, les méchants CRS qui tirent à bout portant avec le flashball ou du moins qui tirent à tir tendu contre les manifestants et balancent des grenades désencerclantes en plein milieu de la foule. Non, on est d'accord. Oui, mais il faut pas me dire que le mouvement, parce que mais l'accusation, elle est quand même là, et les faits sont là. Si l'extrême droite se bat pour récupérer les Gilets jaunes, c'est qu'il y a une raison. L'extrême droite ne s'est pas battue pour reprendre à son compte les émeutes de 2005. L'extrême droite et la France insoumise essayent de récupérer un mouvement. Mais parce qu'ils veulent tous. Est-ce que ça marche, Yasser? Bah pour l'instant ça marche pas. Bah voilà, donc forcément, ça contredit ce que tu dis. C'est-à-dire que ce mouvement n'est absolument pas gangréné par l'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'adhère pas à l'idéologie. Il y a des tentatives, c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Non, Christophe, tu confonds les tentatives de récupération d'un mouvement et l'adhésion tacite ou explicite à une certaine idéologie. Moi j'ai jamais entendu un gilet jaune me dire je suis d'extrême droite ou je suis de la France insoumise. Parce que les gens te disent ça maintenant. Bah dis donc, franchement, on leur pose la question, Yasser, on leur a posé la question parce que ça ne veut pas dire qu'ils le sont tous. Je suis en train de te dire que l'extrême droite a quand même investi le mouvement. Et c'est pas pour rien. L'extrême droite n'a pas investi les mouvements des quartiers populaires, par exemple. C'est de bonne guerre, ça, Yasser. C'est de bonne guerre. Il faut savoir ce que tu dis, Christophe. Mais non, c'est pas de bonne. Oui, mais c'est un fait que de bonne guerre ou pas de bonne guerre. Oui, mais est-ce que c'est un fait? Attends, c'est là où peut-être qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est que vous avez deux partis d'opposition qui n'existent pas. Ok, l'opposition, on sait ce qu'il y a aujourd'hui, quasiment pas grand-chose. Les Gilets jaunes se sont démarqués des partis, mais pas de l'idéologie. Qui profitent. Bah après ça dépend parce que. Mais arrête, avec toutes les agressions racistes qu'il y a eu, les sales négresses qu'on a entendues, les femmes voilées qui ont été obligées de retirer leur voile, les personnes qui ont été photographiées avec différents avis d'extrême droite, on n'a pas entendu une condamnation, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux pour dire nous on ne veut pas adhérer aux extrêmes. Donc il y a à boire et à manger.
D'accord. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup à boire et à manger pour des partis comme celui de Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire que tout le mouvement l'est. Ça veut dire que le mouvement ne s'est pas assez démarqué de cette idéologie qui stigmatise aussi, non plutôt, qui adhère aux thèses de suprématie blanche et de racisme vis-à-vis des quartiers populaires et Je particulièrement. vais te répondre. Vas-y. Je vais te répondre. Les quartiers populaires, ils étaient où au début du mouvement? Où est-ce qu'elles sont aujourd'hui? Non, mais ils étaient où? Parce que les appels, ils sont apparus après. Donc quand t'arrives en dernier, tu vas pas imposer tes revendications, Yasser. Mais qui, attends. Qui a imposé ces revendications à qui? Non, mais parce que tu me dis, ouais, des qui revendications. Christophe, je vais dire tout de suite. Je viens de Quelle pas en organisation des quartiers populaires a imposé quoi que ce soit au Rien, mouvement des gens? rien, que dalle. Ben voilà, donc Voilà. ne dis pas que le mouvement a été construit par Il les y a des quartiers populaires. tentatives, t'as des appels, tu les ignores pas, Il y a- les il y a- appels. Il y a des appels de personnes qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ouais. C'est pas parce que un comité Adama l'a rejoint ou tel militant qui appartient à la France Insoumise l'a rejoint Ouais. que forcément les quartiers populaires ont adhéré. Bah non. La Bah preuve, voilà, donc ils me sont dis pas pas là, les les quartiers quartiers populaires, ils sont pas là. Les quartiers populaires ont déjà assez à faire et c'est intelligent très de peu. pas se faire récupérer. Exact. Mais pourquoi les quartiers populaires, Christophe, et j'ai posé cette question, et c'est ailleurs plusieurs reprises, pourquoi les quartiers populaires n'adhèrent pas à ces opérations de gilets jaunes? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais historiquement, Voilà. mais non, mais j'en ai fait ma chronique il y a 2 semaines, Christophe. Non, il y a 3 semaines, tu peux pas le nier. Non, mais je ne le dis pas, je suis pas là pour dire, je te dis que c'est une bonne question, je c'est suis en tout. train de te dire que historiquement C'est la bonne parlant, question. Oui. les mouvements de lutte en France, lorsqu'ils sont menés par des blancs, et c'est toujours le cas, d'accord, de mai 68 à 95 à nos jours, ont toujours sacrifié les quartiers populaires et les populations racisées. D'ailleurs, quand tu regardes ceux qui prennent la parole au nom des Gilets jaunes, trouve-moi combien de personnes, des populations racisées qui ne sont pas nécessairement des quartiers populaires, mais qui partagent les mêmes revendications et qui ont adhéré au mouvement. Il y en a pas beaucoup. Combien de ces personnes-là ont été invitées par les médias? Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'une organisation en son nom propre adhère, elle en a tout à fait le droit et ça la concerne, que ça veut dire que tous les quartiers populaires, dans leur ensemble ou leur majorité, ou dans une grande partie d'entre eux, adhèrent au mouvement des Gilets jaunes. Bon, on va accueillir Nabil qui nous appelle de Lille. Bonjour Nabil. Bonjour à tous. Bonjour cher Nabil. Alors, votre positionnement, cher Nabil, sur les gilets jaunes, sur ces cagnottes, sur tout ce dont on parle. Voilà, je vais y arriver. Bah, je pense que déjà, d'une part, par rapport à dire que l'extrême droite a infiltré les gilets jaunes, là, franchement, c'est pas concevable. Pourquoi? Parce qu'on peut pas savoir ce qui se passe en France, de Perpignan à Lille et de Bordeaux à Strasbourg, c'est impossible. Là, peut-être. Si ce n'est qu'à reprendre des faits, effectivement, il y a des faits qui existent. Est-ce que je peux poser Exactement. une question Attends, à notre auditeur? Juste de poursuivre, et après, comme ça, il y a un échange. Oui, est-ce que je peux vous poser juste une question? Attends, bah, laisse-moi juste poursuivre, après on échange. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Avec plaisir. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je pense que dire que l'extrême droite, certes, il y a des mouvements qui ont tenté de récupérer ça en leur faveur, on va dire, comme partout. Voilà, il y a... Et la preuve, les Gilets jaunes, tout ce qui était partis politiques ou autres, ils ont été, dès le début, ils ont été écartés, parce que les Gilets jaunes, ils ont compris que les partis politiques vont récupérer ça pour qu'ils puissent avoir un pouvoir. Donc voilà, mais après, voilà, mais il faut pas réaliser. Il y a eu des tentatives, entre guillemets, d'intrusion de partis politiques, Bien sûr. extrême droite, extrême gauche ou autre, ou ce que vous voulez. Mais les Gilets jaunes ont compris que voilà, la politique, ça fait 40 ans que ça dure. Mais voilà, faut pas dire que l'extrême droite a envahi les Gilets jaunes, parce que Non mais Nabil, ce que dit Nabil est intéressant. Il dit qu'effectivement, dans les propositions des Gilets jaunes, ce que l'on a pu lire en tout cas, il y a effectivement des propositions à caractère politique qui peuvent, pour certaines d'entre elles, rejoindre une certaine idéologie, celle de la France Insoumise ou celle de l'extrême droite aussi. Mais tous ces gens se disent apolitiques et on voit que les tentatives de récupération chez Yasser ne fonctionnent pas. Il y a une différence entre une idéologie et un parti politique qui porte cette idéologie. On peut très bien se dire, je n'appartiens pas à tel parti politique, néanmoins, dans les faits... Pardon, ça, je peux finir quand même. Ouais, mais je t'ai dit qu'ils n'en veulent pas. Les Gilets jaunes ne veulent pas de leur parti politique, là, de RN. Christophe, je vais me répéter. Ils veulent pas de parti politique, ils veulent pas de syndicats, ils veulent remettre tout à plat. Bis repetita, je me répète. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on entend. Bis repetita. Oui, Yasser. Il y a une différence
entre un parti politique Oui. et une idéologie. Oui. On peut très bien prendre ses distances avec un parti politique Oui. sans pour autant prendre ses distances avec l'idéologie. D'accord? Oui. Donc maintenant, est-ce que la question du racisme a été prise au sérieux par tous les mouvements de lutte du siècle dernier et de ce siècle-ci? Et cette fois-ci. Mais tu demandes à des gens qui sont pas concernés par le racisme. Puisque toi-même, tu disais tout à l'heure que les quartiers populaires ne sont pas là et ne sont pas. Mais c'est en train les racisés ne sont pas là. En fait, Tu vas pas demander aux autres de s'intéresser à ton problème à toi. Ah bah, il s'adresse bien au mariage pour tous. Tu vois ce que je veux dire? Ils demandent bien à ce que les quartiers populaires viennent leur donner un blanc-seing et une caution. Non mais Yasser. Non mais aujourd'hui, arrête. C'est comme en politique. Tu Le peux pas lundi te faire matin. non, justement, on n'est pas en politique. Oui. Tu peux pas te faire l'avocat du diable. Je comprends. Il y a comment ça s'appelle? Il y a une émission qu'il faut animer. Moi, ça, je l'entends. Maintenant, je suis en train de te dire, tu peux pas me dire, je porte une lutte pour l'égalité, mais c'est l'égalité pour les blancs. Parce que, historiquement parlant, à chaque fois que ces mouvements de lutte se sont structurés, ils ont demandé la caution des Noirs, des Arabes, des colonisés, des musulmans, etc. et des femmes. Ouais. Une fois qu'on en arrive à la table des négociations et qu'on demande des concessions à ceux qui sont au pouvoir, toutes les questions des minorités sont balayées d'un revers de main et ça devient une négociation entre blancs. C'est tout à fait normal et légitime que les quartiers populaires ne se soient pas investis dans ce mouvement-là parce que l'histoire est impardonnable. Maintenant, pour terminer, Oui. et il y a aussi à notre invité qui a pris son téléphone et je l'en remercie, se séparer ou plutôt refuser d'être récupéré par un parti politique ne veut pas dire refuser d'adhérer à une idéologie qui peut être partagée avec ce même parti politique. C'est-à-dire que je peux très bien dire j'aime pas le Rassemblement National, ce sont tous des pourris, etc. sans pour autant refuser mon adhésion à la suprématie blanche et au fait que les musulmans doivent obéir et se soumettre. Question alors pour notre ami Nabil. Oui. Bah oui. Nabil. Oui. Question de la part de Tarek Mami. Monsieur Mami. Cher Nabil, est-ce que vous avez été sur un rond-point avec les Gilets jaunes? Bah avec les gilets jaunes, sur un rond-point, dans la mesure du possible et puis dans la mesure où... Est-ce que vous l'avez été, oui ou non, cher Nabil? J'ai été effectivement. Voilà. Ça s'est passé de façon pacifique. Oui. Il y a eu des échauffourées parce que voilà, vu que tout le monde, enfin entre guillemets, on a assez du pouvoir d'achat et tout, ça se comprend. Parce que il faut comprendre une chose. Non mais j'ai pas compris. C'est échafaudé contre vous? Pardon? Non, contre lui. Non mais attendez Christophe, vous posez pas les questions et les réponses. Non, mais Faites pas Thierry de Liron. Ouais. Bon, excusez-moi, ça sort tout seul. Les échauffourées, c'était contre qui, Nabil? C'était comment? C'était entre qui? Bah, en fait, le problème, c'est que le problème central, en fait, il faut éviter de s'éloigner du problème central. Le problème central, c'est quoi? Est-ce que vous avez été... Racontez-nous la vie du rond-point sur lequel vous avez été, cher Nabil. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est vous en fait, et moi et la communauté et le rond-point. En fait, par rapport au rond-point, la vie du rond-point, entre guillemets, le rassemblement qu'il y a eu, oui. C'était juste pour montrer à tout le monde que voilà, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à un moment donné. Parlez-moi de vous. On va faire je sais pas comment on appelle ça, de la maïeutique. Parlez-moi de vous présent sur le rond-point. Les autres, je m'en fous. C'est vous, Nabil, qui m'intéressait. Présent sur le rond-point, j'ai expliqué aux automobilistes et aux gens qui passaient via les tracts, voilà le but de notre intervention sur la voie publique entre guillemets. Très bien. Que voilà qu'il y avait et puis il y avait beaucoup de monde qui était d'accord. Oui. Qui était d'accord sur le principe. Très bien. Mais après, en parallèle, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent en aucun cas entre guillemets arrêter une journée de travail pour venir manifester. Mais en majorité, il n'y a pas eu les seuls échauffourées qu'il y a eu. Bon, c'était des personnes qui étaient un peu alcoolisées, des personnes qui ont, comme partout, il faut tout pour faire un monde. D'accord. Et il y avait beaucoup. Et deuxième question. On fait de la sociologie ensemble. Moi, j'ai été au début. Après, j'ai pas été. Vous êtes sur les terrains. Il y avait beaucoup de personnes de la communauté dite musulmane, arabe, maghrébine, noire, avec vous. Il y avait de tout. Oui. Il y avait de tout. Il y avait même des gens de la communauté et des gens du voyage. Oui. Il y avait de tout. D'accord. Il y avait de tout. Il y avait, entre guillemets, c'était être humain. Il n'y avait pas celui-là c'est un blanc, celui-là il est orange, celui-là il est vert.
Très bien, super. Voilà, super. C'était entre guillemets pour la même cause, parce qu'il y a une seule chose qui unissait tout le monde, c'était quoi? C'est qu'il y a un problème au niveau du pouvoir d'achat. Les gens, quand ils rentrent chez eux, ils ont des gamins à nourrir. Exact. Et du coup, une seule paye ne suffit pas. Et arrivé à un moment donné, il y en a certains, s'ils peuvent plus payer un loyer autre. Oui. Et en plus, ça fout la honte, entre guillemets, exact. devant les enfants, de ne plus pouvoir payer un loyer ou autre. Exact. Donc voilà, tout ça réunissait tout le monde. Okay, merci super. Nabil. Alors, je répète juste pour les auditeurs. Nabil, de Lille. Merci Nabil. Juste pour tous les auditeurs, à France Maghreb 2, personne n'a jamais dit que les demandes des Gilets jaunes ne sont pas légitimes. Personne. Quand c'est clair? Donc, on a toujours dit. Par contre, ce que vous dites, c'est que votre mouvement est gangrené par l'extrême droite et l'extrême gauche. Alors que Nabil vient vous démontrer le contraire et qui vous dit qu'il y a absolument tout. Et je suis désolé, les revendications des Gilets jaunes, quand on parle de pouvoir d'achat, ça concerne aussi bien un Yasser qu'un David qu'un Christophe. D'accord. Bon, on va faire simple. Donc, d'accord. Donc, un Mohamed qui obtient une augmentation de salaire, mais dont la fille sera discriminée 5 fois plus à l'emploi, on fait quoi? On fait quoi? On s'organise, on essaye d'imposer, on essaye de faire part de ces problèmes. Mais de rester dans sa communauté, tu crois que c'est une solution? Mais attends, mais tu peux pas intégrer non mais excuse-moi, non, Christophe, je veux juste comprendre. Ce qu'on appelle le groupe de contrôle, d'accord? Ou plutôt la population majoritaire. Lorsque la population majoritaire s'organise et qu'il y a des mouvements de lutte qui en émergent. Mais que dans ces mouvements de lutte, les minorités sont systématiquement sacrifiées. Donc avant de chercher à intégrer le mouvement, entre guillemets, des autres, tu t'organises. C'est pas les autres, c'est toi, t'es aussi bien français que moi, que t'as les mêmes problématiques. Oui, sur les papiers, oui. Dans les faits, non, c'est pas vrai. Faut arrêter avec ça. Moi, quand je m'appelle Mohamed, non, Christophe, oui. Oui. Moi, quand je m'appelle Mohamed, je suis 5 fois plus discriminé à l'embauche. J'ai plus de chances de me faire contrôler au faciès 30 fois plus si je m'appelle Babacar ou Mamadou ou Mohamed par la police. Donc je suis désolé. Quand c'est la lutte antiterroriste, c'est ma maison qui a ciblé, c'est pas mon sac de mon voisin François. Donc non, je suis juste désolé. Sur les papiers, je suis égal à tout le monde, mais dans les faits, absolument pas. Il y a une citoyenneté au rabais qui concerne les populations racisées et pas seulement ceux qu'on appelle les musulmans. Donc on reste dans son coin alors. Non, mais Christophe, tu peux pas être, non, mais tu blagues, là. Moi, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Non, mais Christophe, tu peux pas m'avoir dans la radio pendant 3 ans ici et me dire à moi, on reste dans son coin. C'est une blague. C'est pas possible. Bah si, parce que tu nous dis, en fait, que, effectivement, on a 5 fois plus de, tout ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que voilà, effectivement, il y a une minorité qui est discriminée. Ça, c'est réel, c'est acté. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, je te parle d'un fait, d'un mouvement qui est né le 17 novembre et qui est au départ dans les revendications s'appuie sur les problèmes de pouvoir d'achat. Les problèmes de pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde, c'est ce que je veux te dire. Et rien n'empêche à Mohamed ou à David ou à n'importe qui d'aller rejoindre. Et la preuve d'ailleurs, ça s'est fait pour certains d'entre eux. À quoi ça sert d'avoir une augmentation de salaire quand Mohamed est 3 fois plus touché par 5 fois plus touché par les discriminations à l'embauche? À quoi ça sert d'avoir une augmentation de salaire? Quand Mohamed ne peut pas avoir de travail. Ça, c'est plus simple. Oui, mais Mohamed, il peut avoir du travail, ça existe aussi. J'abandonne. Non, mais Yasser. Non, j'abandonne. Moi, je veux bien, moi, j'entends tout ça. Mais là, c'est un dialogue de sourds, c'est pas possible. Moi, je suis pour le vivre ensemble. Non, mais chacun, il n'y a pas de problème. D'accord. Le vivre ensemble, comment aussi j'aurai ma maison, comment aussi j'aurai un emploi. Mais tant que pour toi. Il y en a plein qui ont des maisons et qui ont un emploi, Yasser. Il y en a plein qui s'appellent Mohamed et qui ont une maison, qui ont un super emploi et qui gagnent bien leur vie. Bon, Tarek, je vous le laisse. Non, mais sérieux, Yasser. Non, ça sert à rien. Non, Christophe, pour faire simple. Les demandes principales des Gilets jaunes sont légitimes, portées sur la taxe, la cherté de la vie et donc le fameux pouvoir d'achat. Et vas-y, un petit pas en avant, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, on se retrouve avec 2 revendications. Je parle pas d'Iric parce que c'est le plus polémique de tous, mais parlons par exemple du mariage pour tous. Est-ce que la démarche, pas vous pour ne pas vous vexer, est-ce que la démarche légitime des Gilets jaunes qui veulent manifester, Christophe, doit empiéter sur la liberté qui est tout aussi juridique et constitutionnelle de ceux qui veulent ouvrir leur magasin sur les Champs-Élysées? Et la réponse de tous les Gilets jaunes, c'est pas notre faute, c'est la faute du gouvernement. Excusez-moi, il y a quand même comme un dérèglement climatique dans la tête de beaucoup de gens. Ce dérèglement climatique dit clairement, à partir du moment où moi j'ai raison, c'est Bush, Christophe. À partir du moment où moi j'ai raison, tous les autres ont tort. Et donc moi, je suis dans une situation difficile, je dois augmenter mon pouvoir d'achat. Dans le tact, ok. Comment on fait? Je commence
par exiger que les magasins donc du Champs-Élysées ailleurs ferment leurs boutiques. Et tous ceux qui vont partir au chômage, Christophe, qui va les prendre en charge? Ceux qui vont les prendre en charge, cher Christophe, ce sont ces mêmes gilets jaunes qui, par leurs impôts, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, avec le président Macron ou avec Madame Le Pen, qui vont piocher dans la caisse pour aider ceux qui sont devenus chômeurs à l'occasion des actions de gilets jaunes. Mais apparemment, le gros problème, c'est que cette dialectique de réflexion sur 3 niveaux n'existe plus. Donc, par exemple, on veut demain la proportionnelle. Comment on fait pour voter la proportionnelle, cher Christophe, demain, si on commence pas par faire, en France en tout cas, adopter une loi qui fait rentrer la proportionnelle? Excusez-moi. Donc, c'est ce mélange de gens qui, on ne représente, moi je suis gilet jaune, je parle avec les gilets jaunes, mais je ne représente pas les gilets jaunes, donc je peux pas parler à leur nom. Alors je parle avec qui? Avec les 65 millions d'habitants? Dans un instant, l'avis tranché de notre ami Yasser Louati, Qui parlera pas de gilets jaunes. qui ne parlera pas de gilets jaunes et qui ne restera pas spectateur. Ou j'allais dire pas la bande. On va parler de la représentativité des musulmans. C'est peut-être lié d'ailleurs, hein, cher Yasser, Peut-être. à notre petit Peut-être, différent. ouais, Parce que notre différent n'est pas clos pour moi. Toi, tu abandonnes, tu abdiques. Non, constate. j'ai pas abdiqué. Non, mais si. On est en train de tourner en rond. On On t'arrête, tourne quoi. pas en rond, je te dis que tu restes spectateur et que tu... Mais non, je suis pas Voilà. spectateur. Tu vas me dire, moi je suis spectateur. Bah dis donc, c'est mal me connaître. Bon, allez, dans un instant, vos appels au 01 40 33 9000. On va parler aussi un petit peu de l'Égypte parce que alors, il y a Sissi qui est très embarrassé par rapport à une interview qu'il a donnée à la chaîne de télé Oui. américaine. Il aurait bien voulu que celle-ci ne passe pas, mais elle est quand même passée. Voilà, à tout de suite. LGF, le grand forum avec notre ami Yasser Louati et Tarek Mami qui sont avec nous. Mon ami Yasser Louati qui nous réserve un petit avis tranché sur la représentativité des musulmans. Donc plutôt ceux qu'on appelle les musulmans. Voilà. Ah bah, Ah, c'est pour ça que j'ai posé la question. ceux Est-ce qu'on qu'il y a appelle encore les des- musulmans. Cependant, je voulais te Ceux faire... qu'on appelle ou ceux qui s'appellent? Parce qu'il y a les deux, quand Il y a même. les deux. Il y a les deux. Il y a Il y a deux ceux qui qui incluent. prétendent. Non, parce qu'il y a bien sûr la communauté de foi, etc. On en fait partie, etc. Mais aussi ceux qu'on met dans le sac des musulmans parce que on estime qu'ils et eux peuvent ne pas s'identifier. Non, mais moi, je parlais des deux autres, cher Yasser. C'est-à-dire ceux qui se disent représentants des musulmans. Oh, et oui, on va en parler. Voilà. Et ceux qui se disent quand même musulmans, sans rien faire de ce qui est musulman. D'ailleurs, ils ont été au feu ou pas du président On attend la Parce que- dépêche. Je sais pas si Il n'y a pas eu de dépêche. Hein. Je sais pas si le président a reçu tout le monde ce matin ou Parce pas. que Zekri nous a dit lundi que c'était pas Ouais. Parce confirmé. que pour moi, il y en a 4 en fait. Il y a eux qui sont d'apparence, il y a ceux qu'on désigne comme, Voilà. il y a eux qui se disent eux, et il y a ceux qui se présentent comme représentants. Donc sur les 4, on mélange. Non, en fait, je parle de la population qu'on identifie comme musulmans Donc de l'extérieur. de l'extérieur. Bon, Yasser Louati, Tarek Mami, je voulais vous faire écouter ceci. Ça s'est passé sur Radio Classique, c'était lundi. Une radio qui appartient à Bernard Arnault, entre parenthèses. Et l'invité Qui est était... aussi propriétaire des Échos, Oui. puisque vous avez 6 personnes en France qui sont propriétaires de la quasi-totalité des télévisions. Et qui est le Et- gendre de Bernard Arnault? Oui, Vous le savez ça? Non. Xavier Niel. Et ben voilà. Voilà, tout s'explique. Les chats. La belle famille, quoi. Les chats ne font pas les chiens. Bon, en tout cas, Guillaume Durand, qui est le présentateur de cette tranche matinale de Radio Classique, Il a résisté. recevait Il a résisté. Hein. recevait Luc Ferry. Écoutez l'extrait, Yasser, t'as peut-être pas entendu. Si. Si. Bon, on l'écoute quand Et même. écoutez la résistance du journaliste quand même. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, c'est insupportable. Mais parce qu'il y a un risque. Non, Le c'est risque un que vous risque, connaissez. alors. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Hein. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. C'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir début, pour les. voilà. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée. On a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est gravissime. C'est gravissime, de tels propos. Et moi, j'ai entendu aucune condamnation. De la majorité, du gouvernement, etc. Et des gilets jaunes, ils ont dit quelque chose? Non, mais on parle pas des gilets jaunes, là, on parle du gouvernement. non, Est-ce mais que on vous avez parle des entendu gilets quelqu'un de la majorité condamner Non. ces propos qui sont scandaleux, Tarek Mami? Donc, comme dit Yasser, ça va rester entre blancs.
Les gilets jaunes blancs ne condamnent pas. Le gouvernement blanc ne condamne pas. Ça vous nous oblige à rentrer dans le ghetto qu'on a cru avoir Mais quand Luc Ferry dit ça, il dit, quand il dit que les policiers doivent prendre les armes, etc., il dit pas que c'est contre des Mohamed, c'est contre tous ceux qui bloquent effectivement la France et paralysent la France. Et ceux qui Donc il y a tout le monde. Et ceux qui l'écoutent comprennent Mohamed, t'inquiète. Ouais, je sais pas. De Yasser, en tout cas, c'est un appel au meurtre. Ouvertement. Déguisé. Ah non, ouvertement. Sincèrement. C'est scandaleux, non? Moi, j'ai vu ça, je me dis, bon, je connais Luc Ferry et j'ai un mépris total pour lui. Non, on se rappelle ses propos, il faut combattre même les jeunes, les lycéens qui ont un peu de barbe au visage, etc., etc. Non, là, c'est ouvertement un appel au meurtre. Et pour moi, la violence de ces propos est proportionnelle au mépris que cette classe bourgeoise a vis-à-vis de la France qui travaille et qui se lève tôt. Oui. Et c'est en plus un espèce de sentiment on commence à en avoir marre de ces gens-là qui manifestent. Et il y a un proverbe qui est assez connu en anglais: quand on est habitué au privilège, l'égalité est ressentie comme de l'oppression. Et j'ai l'impression qu'il y a une nervosité qui commence à se faire ressentir de la part de la classe bourgeoise, qui commence à craindre pour ses privilèges. Comment est-ce qu'un millionnaire comme Luc Ferry, qui n'est pas connu pour ses idées révolutionnaires, peut venir sur une radio, appeler au meurtre et s'en sortir par le haut, ni vu ni connu? Oui, rien. Non, on s'offusque sur les réseaux sociaux. C'est la liberté d'expression pour lui. Non, alors justement, je l'ai exprimé à plusieurs reprises sur cette même chaîne qui m'est chère, cette même station qui m'est chère. La liberté d'expression, pour moi, je suis un radical fervent. Sauf quand on appelle à la violence et au meurtre contre les personnes. On est d'accord. D'accord. Maintenant, ce n'est plus de la liberté d'expression lorsqu'elle est privilège. Ça veut dire qu'il a eu le droit de dire ce qu'il avait envie de dire, sans contradiction. En tout cas, Guillaume Durand a plus ou moins sauvé les meubles. Pour autant, on n'a pas vu de personnes en face de lui pour démonter ses propos. Parce qu'il dit, oui, il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de quartiers, mais au début, à l'écouter, on dirait Trump. Il se crée sa propre réalité et il se dit, ça c'est la réalité et je ne veux pas entendre d'une quelconque contradiction. Est-ce que c'est condamnable, est-ce que juridiquement c'est condamnable, Tarek Mami? Oui, si quelqu'un se constitue partie civile, par exemple une association qui se dit comme partie civile des quartiers, elle peut être d'abord recevable et après obliger M. Ferry, tout ministre qu'il est, à s'exprimer donc devant la justice, et ça dépend des degrés de la justice. Il peut être condamné avec sursis pour donc appel au meurtre, le quartier étant clairement identifié, soit comme les Français d'origine étrangère, soit comme les plus démunis de la société française. Est-ce que la radio peut avoir une sanction de la part du gendarme du CSA, des médias, pardon? Oui, alors il se trouve que le CSA, il a tellement, c'est pas pour l'excuser, hein, mais il a tellement de travail que jusque-là, il ne s'auto-saisit pas. Donc si demain... Parfois, c'est déjà arrivé, hein. Ils s'auto-saisissent. Quand il y a une pression telle médiatique concernant une affaire. Excusez-moi. Oui. Vous avez répondu à la question. Oui. Par contre, s'il venait à recevoir 30 000 saisines de personnes diverses, là, il s'auto-saisit, il se saisit parce qu'il est saisi. Donc, alhamdoulilah, vous répondez à ma question, c'est-à-dire que nous, on reste toujours spectateurs. Oui. On se fait insulter, on fait rien. Alors, je continue, mais le CSA ne s'auto-saisit pas dans le sens où il voit une scène, il la prend systématiquement. Il peut prendre certaines, surtout à la télévision, sur la vulgarité excessive, sur la violence, ou comme Hanouna, quand la communauté gay, elle balance 100 000 saisines. Ce qu'on appelle la démocratie n'est que démographie et rapport de force. Oui. On accueille Ben qui nous appelle lui de Marseille. Bonsoir Ben. Bonsoir messieurs. Bonsoir. L'accent de Marseille. Il y a le soleil. Tranquille, vas-y. Parce qu'à Paris, on a eu 4 minutes de soleil depuis le 1er janvier. Vous en rajoutez 2 aujourd'hui. 6 minutes. Et on va l'accueillir avec Allez l'OM. Voilà, je sais pas combien de minutes vous en avez vu. Allez l'OM, mais vous êtes dans la catastrophe. On va laisser commencer. Ben, allez-y. Alors moi, en fait, je voudrais revenir sur la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec Monsieur Christophe et Monsieur Nabil, c'est ça? Oui, je vous en prie, oui. Voilà, par rapport à la discrimination de l'emploi. Oui. Alors moi, je rejoins Monsieur Christophe quand même, parce que je peux pas laisser dire que ce que vous avez dit, en disant que Mohamed ou Boubacar ou je sais pas quoi. Non, c'était avec Yasser, mais bon, vas-y. Que Mohamed, que Boubacar avaient moins de facilité de trouver du travail. Alors je tiens quand même à vous dire que moi j'ai des potes maghrébins, noirs, pas français, qui sont bien posés dans leur vie, qui ont un appartement, qui sont bien payés,
Et il fallait arrêter de parler de discrimination d'emploi, parce qu'en en parlant, c'est ce qui se passe. C'est quoi votre prénom? Ben, je vais vous dire juste quelque chose. Nous parlons en général en termes statistiques. C'est-à-dire sur 100 personnes, il y a combien qui a super bien réussi et on est heureux pour eux. On ne dit pas que la discrimination touche 100%. Attendez, je vais vous dire, moi je suis à Marseille. À Marseille, on part à Canebière et on remonte jusqu'au 20e. Hein, bref. Je connais très bien. Si vous prenez tout le centre de Marseille, tous les magasins ne sont pas tenus par Françoise, Stéphane ou Marc. Oui. On est d'accord. Surtout du côté de Gambetta et de la Canebière. Voilà. Excusez-moi, moins dans le 8e. Voilà, je vous explique. Après, moi, je travaille à Marseille, je suis toulousain. Oui. Je suis de Toulouse. Oui. Mais en venant à Marseille, moi, j'ai été pas choqué, mais au contraire, c'est bien. Oui. Mais les Maghrébins et des Blacks, il y en a qui sont bien posés. Il faut pas les plaindre. Tout à fait. Mais je plains les autres. Et quand M. Christophe il dit comme ça, il faut se bouger le derrière pour travailler, même si elle s'appelle Mohamed ou Benacha, je rejoins tout à fait M. Christophe. Bon, je vais intervenir, je pense. Oui, Yasser, vas-y. Bon, Ben, pour commencer, les études statistiques sont formelles. Voilà. La dernière en date montre, et je peux vous l'envoyer si vous me donnez un lien ou une page Facebook ou un mail, ça s'appelle Discrimination religieuse au travail, une réalité. D'accord. Je connais même la chercheure qui travaille à la Sorbonne et qui en a été l'auteur. Mohamed a 5 fois plus de chances d'être discriminé au travail qu'une personne qui s'appelle par exemple Jean-François. Maintenant, comme disait à l'instant Tarek, c'est vrai que ce qu'on voit autour de soi n'a aucune valeur statistique. Tant mieux s'il y a des Arabes et des Noirs qui tiennent des boutiques en France, tout comme il y a des Français de type Jean-François ou Jean-Marc qui tiennent des multinationales qui exploitent l'Afrique. Sauf que l'un tient une boutique en France et paye ses impôts, l'autre pille l'Afrique et ne paye pas d'impôts. Mais passons. Deuxièmement, sur la question de se bouger le derrière. C'est encore une fois un bien mauvais raccourci que de dire. J'ai pas dit ça en plus. Hein. Oui, c'est bien un bien mauvais raccourci que de laisser entendre que les personnes qui sont discriminées ne cherchent pas d'emploi. Au contraire, c'est qu'on est tellement dans la supercherie sur cette question-là que la France a des enfants qui vont à l'école, obtiennent leur diplôme, c'est soit ils ont un métier en deçà de leurs compétences et donc c'est une perte directe pour le contribuable puisqu'il n'y a pas un retour sur investissement. Par exemple, il ou elle étudie pour une maîtrise, il se retrouve à occuper un poste de bachelier ou d'un bac plus 2. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. L'autre étape à laquelle on fait face, c'est de voir ces mêmes personnes nées, éduquées et formées en France, contraintes de quitter la France et de travailler dans d'autres pays. Et comme vous le savez très bien, mon cher Ben, à l'heure de la mondialisation, toutes les économies sont rivales. Et pour citer un des cadres de la Banque nationale d'Abu Dhabi, il disait « Je ne comprends absolument pas le modèle français. Vous avez des gamins qui sont éduqués, formés, diplômés en France, qui parlent 2 voire 3 langues et qui viennent chez nous pour travailler au lieu de travailler chez eux en France. Donc pour nous, c'est de l'or gratuit. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en plus d'avoir un diplôme dans une école mondialement reconnue, se retrouvent à occuper un poste à Dubaï, Abu Dhabi, Riyad ou Shanghai en étant capables de s'adapter et de s'acclimater à la culture. Ce qui fait que ces personnes-là, on les embauche, elles ne restent pas 2 ans ou 3 ans, elles restent 5, 10 ou 15 ans. Et qui est-ce qui a payé pour tout ça? Vous et moi, le contribuable. Merci Ben, en tout cas pour votre appel. Bon, vous avez un peu remixé à votre sauce quand même mes propos. J'ai jamais dit que les gens fallait qu'ils se bougent le derrière, etc. Donc je parle pas comme ça. Est-ce que vous voulez une blague? Oui, allez-y, ça va détendre. Qu'on n'est pas tendu d'ailleurs. Est-ce que vous avez entendu parler d'un ministre français qui s'appelle Monsieur Kofi Yamnian? Kofi Yamnian. Ouais, mais il était pas français lui. Voilà, ça commence bien, Christophe, vous faites comme les gilets jaunes. Ouais. Je sais pas si c'est de la provoque ou si c'est naturel. Ben, il était ministre français. Alors, peut-être qu'il était pas français. Ça, je sais pas, j'ai pas vérifié ses papiers. Mais il était ministre français avec le président Mitterrand en 1983, chargé de l'immigration. Kofi Yamnian. Kofi Yamnian. Alors, Yamnian, c'est un ami, pour faire simple. D'accord. Et ce ministre est noir, comme son nom l'indique. Ouais. Sa femme est blanche. Il est donc ingénieur agronome. Il vit dans un petit village en Bretagne. Dans son village en Bretagne, la population bretonne est venue lui demander de devenir maire. Alors qu'il ne voulait pas.
Et il a accepté, et donc il leur a fait l'arbre à palabre, et une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, il s'installe en plein air, il discute. Ce monsieur a été désigné ministre, il habite dans le 16e, comme tous les ministres, et un jour, il laisse, sa femme Blanche laisse son sac à main dans la voiture. Il rentre à la boulangerie, il revient, il trouve pas le sac. Commissariat en face, le ministre rentre au commissariat. Bonjour monsieur, le petit policier le regarde, oui monsieur. Il dit, je viens déposer plainte pour le vol du sac de ma femme. Le mec en face, qu'est-ce qu'il lui répond, cher Yasser? J'ose même pas imaginer. Oui, j'imagine. Il manque plus que ça, le noir qui vient, dans le 16e, déclarer le vol du sac de sa femme. Voilà. Et derrière, il y avait le commissaire debout, qui s'avance, qui claque donc les pieds, et qui fait le signe du képi, et dit, bonjour monsieur le ministre. Que fait le petit policier? Il se casse. Bah oui. Il sort du commissariat. Il s'enfuit. Ben voilà. Et quand tu reviens, il y a une engueulade et tout ça. Le commissaire, le ministre a demandé à ce qu'on... C'est la France. Et l'autre lui dit, mais monsieur le commissaire, personne ne m'a jamais dit qu'on avait un ministre noir au gouvernement. Voilà la France, cher Christophe et cher Ben. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une blague. C'est une anecdote qui existe. Mais la France, malheureusement, est encore comme ça. Et chacun de nous, surtout ceux qui prétendent avoir réussi dans la vie, on a toujours eu droit, cher Christophe, mais pas vous, cher Tarek. Je parlais pas de vous, cher Tarek. Donc voilà, connaissez celle-là. Bon, alors Yasser, est-ce que t'es prêt, mon ami? Parce que là, il faut y aller. Oh bah écoute, on va y aller. Hein. Oui, parce qu'on attend ça avec impatience. Il est déjà moins 20, ça passe très vite. Hein, si t'as arrêté de m'engueuler, on ira peut-être plus vite. Hein. Si t'as arrêté un peu de dire des provocations, on n'en serait pas là aussi, quoi. Bah, aujourd'hui, ça a été un... Yasser, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. On a le droit de pas être d'accord. Bah, la preuve, j'en ai ri. Donc, bon. Donc ça va, on est en zone sûre ici. Bon, à tout de suite, c'est parti avec l'avis tranché signé Yasser Louati. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Yasser Louati pour nous parler donc de la représentativité des musulmans. Cher Yasser. Alors la représentativité, ou en tout cas les tentatives de représentation, ou pour ne pas dire usurpation de la représentation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Alors, on a entendu Jean-Michel Blanquer déclarer à la chaîne israélienne I24 qu'il interdirait les signes religieux durant le service national universel. Il a fait sa déclaration malgré les recommandations de l'Observatoire de la laïcité. Venant de sa part, on ne peut qu'être à moitié surpris au vu de ses prises de position depuis son entrée en fonction. À vrai dire, le ministre de l'Éducation nationale s'est distingué pour avoir repris l'étendard de l'islamophobie au précédent gouvernement Hollande-Valls. La guerre idéologique menée contre les musulmans, en tout cas celles et ceux qu'on appelle les musulmans, continue donc de plus belle avec bien entendu la laïcité comme bouc émissaire pour légitimer l'exclusion de celles et ceux qu'on appelle encore une fois les musulmans de toutes les sphères de la société française, à commencer par l'école qui, au lieu d'être revigorée comme socle du pacte républicain, a été dévoyée et transformée en champ de bataille idéologique avec les musulmans ou celles et ceux qu'on appelle les musulmans au centre. Pour ce faire, Jean-Michel Blanquer avait lancé l'offensive en s'estimant contre toute visibilité de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Je continue de marteler ce terme pour qu'il rentre dans les annales. Et en publiant son vade-mecum de la laïcité, qui légitimait pour lui l'interdiction non plus du foulard dans les écoles, mais aussi et surtout le port de vêtements longs lorsqu'on estime qu'ils sont portés pour des raisons religieuses. Donc, Françoise, j'ai déjà traité des cas similaires, Françoise pourra porter une jupe longue, Fatimata sera, elle, quasiment systématiquement exclue. Jean-Michel Blanquer avait lancé pour affirmer son assise idéologique face à l'Observatoire de la laïcité, son conseil des sages de la laïcité. Parmi ses membres, les vétérans de la lutte de l'islamophobie, avec pour glaive, encore une fois, la nouvelle laïcité, qui vient le texte même de 1905. Parmi ces personnes, on ne présente plus les Patrick Kessel, Catherine Kinsler, Alain Sexig ou encore l'inénarrable Laurent Bouvet, plus connu pour sa médiocrité intellectuelle et sa misogynie que toute autre contribution en faveur de la République. Maintenant, on pourrait s'en prendre à Jean-Michel Blanquer et dénoncer ouvertement, de manière légitime, sa prise de position idéologique en faveur d'une laïcité hostile à celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Mais, au vu des déclarations récentes d'un certain Raleb Bencher,
j'ai encore une fois, j'allais écrire une tribune sur autre chose, un autre sujet, mais là je me suis dit, nous voilà encore une fois avec des personnes qui s'accaparent la parole au nom de l'islam et de celles et ceux qu'on appelle les musulmans pour légitimer un discours d'exclusion, de domination et de racisme vis-à-vis de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Donc Khaled Bencher déclare sur les réseaux sociaux, pour ne pas le citer ou le paraphraser, en tant que citoyen, je suis contre le port des signes religieux durant le service national universel. Maintenant, bien entendu, on condamne ces propos. Pour commencer, personne ne lui a demandé son avis en ce qui concerne cette question du SNU, mais il aurait pu se taire pour ne pas tirer sur l'ambulance et aggraver la situation de mise à mort sociale des femmes qui portent le foulard. Elles ont déjà été exclues de l'école, on a exclu leur mère avec la circulaire Châtel, on les exclut du travail et elles sont de manière permanente au centre des débats. Néanmoins, on ne peut pas parler de lutte contre l'islamophobie sans aller jusqu'au bout de sa logique et remettre en question tous les mécanismes qui la légitiment, aussi bien au sein de la société française dans son ensemble qu'au sein même des structures qui s'accaparent ou tentent de s'accaparer la représentation de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Alors pendant des années, je sais que le silence a été bien plus facile que de prendre le risque d'exposer ce qui ne va pas à l'intérieur même des organisations qui se battent les unes ou qui sont en guerre les unes contre les autres pour parler au nom de celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Pendant des années, on a entendu les critiques ciblant Chalgoumi, Dalil Aboubakar, Tarek Oubrou ou je ne sais qui d'autre. Mais à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je pose la question. Pourquoi est-il si facile de s'accaparer votre parole alors que ce n'est pas aussi simple pour d'autres composantes de la société française? Pour ma part, j'estime que le fatalisme et l'individualisme jouent une part non négligeable. On regarde ailleurs et on ne se sent pas concerné jusqu'à ce que le glaive de l'islamophobie finisse par tomber sur son épouse, sur soi-même, ses enfants, au travail, à l'école ou ailleurs. Et bien entendu, on ne se sent pas concerné tant qu'on n'est pas concerné directement par l'actualité. Prenez l'exemple du mode de fonctionnement des lieux de culte. Vous pourrez me dire, oui mais Yasser, que viennent faire les lieux de culte là-dedans? C'est que les communautés musulmanes sont des communautés de foi. Et donc, les lieux de culte jouent un rôle central. Maintenant, il faut savoir être honnête et se poser des questions sur leur mode de fonctionnement et si oui ou non ces lieux de culte qui ont une fonction centrale dans la vie des fidèles ou en tout cas des communautés musulmanes, est-ce que leur mission est remplie ou non? Demandez-vous si ceux, même pas celles parce qu'il n'y a que des hommes, demandez-vous si ceux qui les dirigent ont une véritable légitimité auprès des fidèles. Combien de lieux de culte musulmans élisent leurs représentants de manière transparente? Combien de ces organisations sont réellement représentatives des communautés musulmanes locales? Combien de personnes à la tête de ces organisations rendent des comptes aux fidèles ou en tout cas aux communautés? Vous ne le savez pas, peut-être que je vais vous aider. Quelle organisation compte dans son conseil d'administration et pour être plus précis, des membres capables de peser sur les décisions mêmes prises par l'organisation? À vrai dire, pas grand monde. On sait très bien comment ça se passe. On a un ou deux chefs autoritaires qui mettent des sous-fifres autour d'eux pour légitimer. Mais moi, je suis désolé, quand on regarde les personnes qui s'octroient la prise de parole au nom de celles et ceux qu'on appelle les musulmans, on ne voit que des hommes d'origine nord-africaine. Pas de femmes, pas de noirs, pas de convertis, pas de personnes qui soient, ou du moins, représentatives. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, avoir des personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes et un agenda personnel? Comment voulez-vous que ces personnes puissent avoir une quelconque capacité à peser dans la lutte contre l'islamophobie? Parce que ces personnes-là, lorsqu'elles ne sont pas légitimes, et que les fidèles le pensent, l'État et celles et ceux qui prennent des décisions le savent tout autant. Maintenant, je vais continuer ma logique et encore une fois, mon but n'est pas de créer un conflit, je tente juste de poser des questions et surtout les questions qui fâchent parce que avant de vouloir taper sur ceux qui normalisent l'islamophobie, et c'est ce qu'on fait à temps plein, il y a un moment, il va falloir se poser des questions sur ce qui ne va pas au sein des structures ou en tout cas avec les personnes qui s'accaparent la représentation des musulmans. On peut bien entendu
parler d'universalisme de l'islam, mais moi je suis désolé, quand on regarde les personnes qui parlent au nom de celles et ceux qui sont musulmans, elles ne représentent pas la diversité de ce qu'on appelle l'islam de France. Pire encore, quand on regarde l'organisation des mosquées, au-delà des élections opaques, au-delà des finances qui ne rendent compte qu'à celles et ceux qui décident, ou plutôt à ceux qui décident, on a aussi le problème des mosquées qui ne se mettent pas au service des communautés locales. Nous avons des mosquées qui sont au service du consulat marocain, du consulat algérien, de l'ambassade d'Arabie Saoudite, ou du moins qui sont affiliés à des groupes de pression idéologiques de toutes sortes, frères musulmans d'un côté, salaf ou plutôt wahhabistes qui sont affiliés à l'Arabie Saoudite, mais en aucun cas les intérêts de celles et ceux qu'on appelle les musulmans ne sont portés. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais les mosquées, qu'est-ce qu'elles viennent faire dans la lutte contre l'islamophobie? J'aimerais vous faire savoir, ou plutôt vous rappeler, que toutes les initiatives nouvelles ou novatrices qui ont été portées par celles et ceux qu'on appelle les musulmans ont toujours été lancées à l'extérieur des mosquées. Et pour empirer la chose, lorsqu'il y a eu des tentatives d'organisation à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir l'imam, on fait venir un prédicateur pour qu'il s'oppose à cette organisation et discrédite et torpille toutes ces initiatives-là. Maintenant, on peut très bien s'en émouvoir et dire que le problème est à l'extérieur, et je termine là-dessus. On ne peut pas apporter la lutte contre l'islamophobie en dénonçant sans cesse ceux qui portent ouvertement l'islamophobie, en nous taisant justement vis-à-vis de celles et ceux qui la légitiment et enferment les musulmans dans une posture victimaire. Merci Yasser, réaction Tarek dans un instant si vous voulez bien, pub et on en reparle avec vous. Une petite réaction, mais non, après. non, on peut pas là, juste après, la pub, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Yasser Louati, Tarek Mami. Première réaction, donc à la vie tranchée de Yasser Louati, cher Tarek. Moi, j'ai envie de le colorer un petit peu. Ouais. Parce que certes, il n'y a pas de femmes dans toutes ces mosquées, mais il y a aujourd'hui quelques Africains subsahariens, parce que nous sommes tous Africains, pour ceux qui veulent l'oublier, et beaucoup de Turcs qui deviennent aujourd'hui presque le tripier de l'islam de France, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, hier, l'islam de France, c'était les personnes originaires de l'Algérie, du Maroc qui se battaient entre eux, et qu'aujourd'hui, la communauté turque est rentrée, et un petit peu. Et ce que j'ai envie de dire, moi, ce que j'appelle, cher Yasser, je les appelle, et ils le savent tous, ce sont des patrons de mosquées. Oui, c'est ça. Moi, je les appelle comme ça. Il y a un patron de mosquée, il gère sa mosquée comme il sort une épicerie. C'est-à-dire qu'il peut ouvrir un magasin, une épicerie. Il peut, pour certains, ouvrir des vêtements de sous-féminin pour les femmes, parce que c'est une très grande spécialité. Et il ouvre une mosquée. Et donc, à partir du moment où il ouvre une mosquée, il la gère comme il veut. Et moi, je suis pour la transparence financière et pour le contrôle de l'argent et pour cette obligation de passer par la loi de 1905 et pourquoi pas, si on est démocrate dans 50 ans, dans un siècle, que président d'une mosquée, c'est un mandat 5 ans, de 10 ans, et puis s'en va, et pas une propriété personnelle, comme certains, et j'en termine là, le font, y compris à travers des SCI, c'est-à-dire de propriétés immobilières personnelles, qui s'héritent. Beaucoup de mosquées sont régies par le régime des SCI. Voilà, qui se transmettent de grand-père à petit-fils. Ouais. Très bien. Il y a un sacré chantier quand même, à élaborer au travers de ce sujet sensible, mais ô combien important et que les instances combien important ne se sont jamais penchées pour la paix sociale de ce pays, pour le vivre ensemble des non, uns mais et par des contre, autres. ce que j'ai pas pu dire parce qu'on manquait de temps, c'est que la responsabilité première incombe aux fidèles. Tout à fait. Vous ne demandez pas des comptes à ceux qui sont à votre tête, et je parle pas des grandes fédérations, je parle localement de la mosquée, mais tant que je regarde ailleurs et puis je m'en fous de ce qui se passe, je viens, je fais ma prière et je m'en vais, oui, vous continuerez à cautionner un système corrompu. Et je pèse mes mots. C'est un système de corruption légitimé avec une apparence religieuse. Lorsque vous avez de l'argent qui est collecté, personne ne sait où est-ce qu'il va. Et lorsque des ambitions personnelles sont financées par les fidèles, et le fidèle qui parle est systématiquement exclu du groupe, voire cloué au pilori, je suis désolé, on ne peut pas en vouloir à des opportunistes. Ce sont les fidèles les premiers responsables. Et si ils n'y arrivent pas, révoltez-vous et reprenez le pouvoir dans la mosquée.
Allez, Faites des gilets jaunes tous les vendredis. Sissi a bien apprécié que vous parliez des mosquées, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais on en parlera peut-être demain avec vous, Tarek, de Sissi, qui est bien dans l'embarras, parce que voilà, il y a une interview qu'il aurait bien voulu cacher. Le silence est d'or. À demain. Absolument. Merci beaucoup, cher Yasser. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Monsieur Mamie, demain. Merci à vous. Avec Faiza Ben Mohamed demain entre 16h et 18h. Merci d'être avec nous et de rester fidèle à France Maghreb 2 parce que c'est là que ça se passe. Vous l'entendez, c'est des débats. Alors des débats évidemment en toute tranquillité et avec respect. On a de temps en temps dans cette émission, on n'est pas d'accord, on le fait savoir, chacun argumente et puis si ça peut alimenter en tout cas quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous pour peut-être se faire une idée sur le sujet, la question, une réflexion, bien tant mieux. Merci d'être avec nous. Il est très exactement et précisément 18h, l'heure du journal de RFI tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.